Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Et en fait se dire, je vais pas passer mon temps à apprendre des hacks qui seront périmés dans 3 semaines, 2 mois, et puis je vais revenir au fondement, c'est qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, comment je peux le vendre. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, Emeline, nous allons parler d'une légende morte du marketing, notamment parce qu'il a eu une influence énorme sur tout ce qui est psychologie et la psychologie marketing, un sujet qui est diablement sous-estimé et pourtant ô combien passionnant. Je parle de Robert Cialdini. Ouais, bravo. Voilà. Bon, tu t'es enflammé sur l'intro. Hein. Ah, je te le fous là. On aurait dit que c'est c'est pour un 2021. champion. Ouais. Voilà. Eh bien oui, aujourd'hui, on vous parle du livre, du monument du marketing qui s'appelle Influence et Manipulation, qui a été écrit il y a plus de 30 ans, du coup, par un psychologue qui s'appelle Robert Cialdini, je sais jamais. Je crois que c'est Cialdini, mais je suis pas sûr. Et en gros, il va vous aider à vendre plus en utilisant la psychologie humaine. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a un truc qui a énormément changé dans nos vies ces dernières années, c'est Internet. Ça a tout changé à la manière de faire, mais ça n'a absolument rien changé au fondement de la manière dont l'être humain raisonne, parce que la psyché humaine évolue 1 million de fois plus lentement que la technique, et en fait, on va pas vous parler d'un seul truc technique, je pense, dans cet épisode, c'est que des principes vraiment de psychologie et presque de biais cognitifs. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut être nul en technique, ne pas s'en sortir, et en fait se dire, je vais pas passer mon temps à apprendre des hacks qui seront périmés dans 3 semaines, 2 mois, et puis je vais revenir au fondement, c'est qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, comment je peux le vendre. Voilà. Alors, la première des premiers éléments dont on voulait parler aujourd'hui, Emeline. Alors c'est la réciprocité, c'est hyper simple. Alors pour vous donner un peu le fil rouge de l'épisode, on va pas vous raconter tout le bouquin, mais je crois qu'on a 6 des manières d'influencer et de manipuler plus ou moins selon mon Robert, voilà, je vais l'appeler Robert. Et donc nous on va vous déconstruire les 6 et on va vous expliquer surtout comment vous pouvez les adapter à n'importe quel type de business, un business en ligne mais aussi un business physique. Et même votre vie de tous les jours, vous pouvez manipuler votre femme pour aller manger thaï au lieu qu'italien. D'ailleurs, la plupart des gens le font peut-être ou le subissent inconsciemment sans s'en rendre compte. Voilà, bon. Alors la réciprocité. Oui, alors c'est hyper simple, tu vois, t'es invité chez quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ? Tu amènes une bouteille de vin, tu amènes un bouquet de fleurs, bref, tu te pointes pas les mains vides. Pourquoi ? Parce que t'es invité, donc on a fait un pas vers toi, donc t'as envie d'en faire un en retour. Voilà, tu te sens redevable. Ça, c'est un truc qui est énormément utilisé en marketing. Un exemple concret, par exemple, quand vous arrivez sur une landing page qui va vous demander vos informations, nom, prénom, numéro de téléphone, email, je sais pas quoi. Dans la moitié des cas, même l'immense majorité, si c'est bien fait, on va vous proposer quelque chose en échange. Un e-book, un whitebook, un pack de ressources, des logos, etc. L'idée, c'est vous donner un truc, on vous donne quelque chose. C'est ça, c'est qu'avant tout, il y a de la valeur, il y a de la valeur qui est créée dans l'échange, même si c'est pas de la valeur monétaire. Et c'est ça qui est important. Et c'est qu'une fois que t'es lié par un espèce de pacte de tu as fait quelque chose pour moi, j'ai fait quelque chose pour toi, là on peut aller un peu plus loin et demander sa CB, quoi. Le deuxième principe, Emeline, c'est le principe de l'engagement et de la cohérence, qu'on pourrait également appeler plus ou moins la technique du pied dans la porte. C'est une technique que tu aimes beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est une technique que j'aime beaucoup. Alors, cette technique, c'est quoi, Emeline, en fait ? Tu peux même l'expliquer parce que c'est ta technique à toi. Hein. tu le fais beaucoup. Hein. Je le fais beaucoup. Bon, même personnellement. Ça va alors, l'idée en fait elle est assez simple. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à un choix et que vous prenez une décision, revenir en arrière pour annuler la décision précédente est tellement coûteux que vous n'allez pas le faire et vous allez continuer à justifier et alimenter la première décision. Je prends un exemple. Tu m'as parlé du mariage. C'est un très bon exemple. Lorsque vous vous mariez, vous ne revenez pas en arrière facilement parce que annuler la décision du mariage est quasiment encore plus coûteux que la première décision de se marier. Et coûteux à tous les sens du terme. Mais il y a une autre chose, par exemple, c'est vous commencez à attendre le bus. Vous prenez la décision d'attendre le bus. Vous n'avez pas l'heure, vous ne savez pas dans combien de temps il va arriver.
Et en fait, peut-être que pour aller là où vous avez besoin d'aller, 5 minutes à pied suffirait. Mais vous avez commencé à attendre le bus. Et au bout de 7 minutes, le bus n'est toujours pas là. La décision rationnelle serait de se dire, bon, 5 minutes à pied, j'y vais. Mais en fait, non. Vous allez continuer d'attendre. Parce que vous avez pris cette première décision initiale qui était d'attendre. Et maintenant, décider, après 7 minutes à rien faire, que vous avez perdu 7 minutes, c'est pas possible. Et donc, du coup, vous allez continuer d'attendre. Et c'est ça, en fait, tout simplement, le principe d'engagement et cohérence. Vous avez pris un engagement, il faut que toutes les décisions suivantes soient cohérentes avec l'engagement initial. Et donc, comment vous pouvez l'actionner dans... Oui, je dis vous pour les auditeurs maintenant. Oui, bien sûr. Comment vous pouvez l'utiliser dans votre business? C'est hyper simple. Peut-être que, je sais pas, vous êtes un agent immobilier, vous voulez proposer plusieurs propriétés à vos clients, et ben en fait, demandez-leur leurs critères en plusieurs fois. Faites étape 1, je sais pas, location, machin, étape 2, balcon, jardin, tout ça, et peut-être jusqu'à 6, 7. Et en fait, peut-être qu'à l'étape 5, ça va saouler la personne. Mais elle se dit, j'ai quand même rempli 4 étapes, ouais, je crois que je vais continuer. Et puis quand vous allez lui présenter les propriétés, elle dira ouais, mais c'est vrai que ça répond à mes critères, donc je vais peut-être l'acheter. Il y a une preuve, c'est en fait, on pourrait appeler ça un mécanisme un peu abscon, mais par exemple, vous avez, je sais pas, un formulaire à faire remplir à vos utilisateurs pour X raisons, et vous avez besoin de beaucoup d'informations. Nom, prénom, âge, numéro de téléphone, catégorie d'entreprise, bref. Une bonne manière de faire ça, déjà, c'est de pas afficher tout en bloc, parce que si l'utilisateur voit ça, et il va paniquer, en fait, et c'est que vous allez commencer par des trucs très faciles à remplir, nom, prénom, pas besoin de réfléchir, taille de l'entreprise, etc. Ça va vite, des QCM. Et puis les questions, en fait, un tout petit peu plus complexes, vous les amenez très progressivement, un peu vers la fin. De telle sorte que, quand ça fait déjà 10 minutes ou 15 minutes qu'il a commencé à remplir son questionnaire, il va pas se dire « tout ce que j'ai fait n'a servi à rien ». Par exemple, il y a beaucoup de logiciels qui font ça m'horripile, et moi je tombe pas dans le panneau, parce que je déteste, mais c'est les gens qui vous font créer, par exemple, vous êtes sur internet, vous avez besoin d'un éditeur pour supprimer le background d'une photo, pour faire un petit logo en ligne, pour trouver une icône, vous la personnalisez. Tout est gratuit, et au dernier moment, au moment de cliquer sur exporter en PNG, vous devez payer. C'est exactement ça. Troisième preuve, j'allais dire troisième preuve, mais du coup je donne le titre. Voilà, troisième élément, c'est la preuve sociale. Alors pour ceux qui ont suivi, parce qu'on a un petit produit sur les landing pages d'ailleurs, pour ceux qui l'ont suivi, c'est un élément fondamental de votre landing page, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est la preuve sociale, ça va vous rassurer. C'est ce qui va vous faire passer de « ah, peut-être c'est une arnaque » à « ok, je sors ma CV, c'est bon ». C'est-à-dire que, en fait, on est des animaux sociaux. Voilà, comme pour reprendre Aristote. C'est-à-dire que si... On vient de quel Aristote au deuxième podcast de 2021 Moi, je sais pas où on va, là. J'avais une autre citation que tu m'as pas laissé placer, mais non, j'en ai mis plein, je sais pas. Tu sais, c'est les papillotes de Noël. Je comprends. Voilà. Enfin, oui, c'est juste que, imaginez, vous êtes dans une foule, si tout le monde prend une glace au chocolat, peut-être vous allez prendre aussi une glace au chocolat et pas la vanille. Parce que vous dites, elle doit être trop bonne. Non, puis t'as pas tu veux faire comme tout le monde, tu vois. Là, c'est pareil. Les gens, en fait, sont plus enclins à consommer un produit ou à l'acheter s'il a été recommandé par d'autres personnes qui connaissent. Ou qui connaissent même pas, d'ailleurs. Tout à fait. C'est la théorie du restaurant plein, dont on a parlé déjà des centaines de fois. Exactement. Et donc, c'est hyper important, parce que surtout en e-commerce, t'as 8 utilisateurs sur 10 qui voient systématiquement les avis clients avant d'acheter. C'est impressionnant. En fait, on peut pas faire autrement. Oui. Quatrième point, l'affection. Alors là, tu m'as mis sur le petit runner, celui-ci est assez intuitif. Et je lis. Les personnes que nous aimons, nous leur donnons plus de crédit. Oui. C'est juste. Mais alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, alors attends, je reprends mes petites Parce notes. que tu me dis que l'esprit a tendance à croire qu'une personne que nous aimons est digne de confiance. Et ça, c'est vrai. Mais donc, en fait, ce que je comprends derrière ça... Oui. Moi, ce que je comprends derrière ça, c'est pas comme si j'avais lu le truc avant, hein, mais je me mets à la place de quelqu'un qui écoute. C'est que, en gros, quelqu'un que j'aime je serais plus à même d'écouter l'avis de quelqu'un que j'aime et d'accorder du crédit, de l'importance à son opinion, à sa recommandation. C'est ça que tu me dis ? Oui, en fait, c'est assez simple. Parce que, déjà, on se dit, si j'aime bien cette personne, c'est qu'elle doit être sympa. Sinon, j'ai pas raison de l'aimer et je serais en tort. Donc nous, ça te met pas vraiment bien avec toi-même. Donc ça crée un conflit à l'intérieur. Exactement. Et l'esprit n'aime pas les conflits. Donc, si j'aime une personne, techniquement, c'est une personne bien. Voilà. Ouais. Ensuite, on est aussi la moyenne des personnes que l'on côtoie le plus. Et au-delà de ça, tu as tendance à être en contact avec des gens qui te ressemblent plus ou moins. Tu vois, si c'est pas en catégorie ou en professionnel ou quoi, c'est en mentalité et tout. Donc, typiquement, si t'aimes bien quelqu'un, c'est que tu t'aimes bien un peu toi-même. Quand même, tu vois, parce que cette personne te ressent. Du coup, la manière dont tu peux utiliser ça, en fait, c'est en étant presque dans une position amicale vis-à-vis de ton client, de ton prospect. Vous allez faire en sorte d'être l'ami ou
comment Le dire, grand quelqu'un frère de sympa. semblable, voilà, à cette personne, qui va bien vous aimer et qui du coup en fait va vous attribuer des qualités que vous n'avez pas forcément, mais qu'elle s'attribue à elle-même. Exactement, c'est-à-dire qu'en vous appréciant, elle va vous attribuer les qualités qu'elle retrouve chez elle, et du coup, par mimétisme, elle sera plus à même d'avoir une relation positive avec vous. Alors une marque qui le fait mais extrêmement bien, je trouve, c'est Burger King. Parce que Burger King, c'est ils le se boss. prennent pas au sérieux, ils te mettent des petites tweets sur des Mm. bâches ou enfin ils font des Ouais. trucs vraiment très légers Ouais. et en fait les gens se disent ils sont trop cool. L'agence de communication de Burger King, juste des malades mentaux, hein, c'est des boss. Alors, le 5e point, Emeline, celui-là il est assez facile pour le coup, c'est l'argument d'autorité. Alors l'argument d'autorité, c'est tout simplement le phénomène qui consiste à croire plus facilement, à se laisser influencer plus facilement par quelqu'un à partir du moment où cette personne a une autorité qui est reconnue. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple demain Elon Musk vient me dire, écoute, pour l'achat de tes panneaux solaires, tu vas faire plutôt comme ça, comme ça, comme ça, j'aurais tendance à le croire. Alors bon, il est évidemment jugé parti parce qu'ils vendent des panneaux solaires aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'une figure d'autorité comme Elon Musk en panneaux solaires, il n'y en a pas deux. Donc si cette personne vient me donner des conseils, je me dis bon bah il connaît son business. Alors que si random mec croisé dans la rue me dit alors attends, moi j'ai un truc pour les panneaux solaires incroyable, je vais lui dire mais qui es-tu, quel est ton background, quelle est ta légitimité pour me donner des conseils. Et puis même, en fait, l'autorité vient contrebalancer l'affection. C'est-à-dire que si vous pouvez pas être hyper sympa, et ben en fait, montrez juste votre autorité. C'est-à-dire que aujourd'hui, je cherche à acheter une voiture. Peut-être que toi, je vais pas te faire confiance parce qu'en fait, j'en sais rien. Peut-être que tu t'y connais, peut-être que tu t'y connais pas. Alors que si le mec, je sais pas, il y a des diplômes au mur ou il arrive dans une voiture hyper bien, ou alors Schumacher qui me vend une voiture, banco. Voilà, forcément. Et alors le dernier, c'est la rareté, Emeline. La rareté, on en a déjà... Est-ce qu'on en a déjà parlé ? Oui, on en a déjà parlé un petit peu dans Très nos souvent. épisodes. Hein. Bon, la rareté, qu'est-ce qu'on a quoi dire ? C'est évident la rareté, enfin c'est évident parce que je l'ai sous les yeux, mais... Oui, c'est juste que en fait, quand une chose est rare ou en quantité limitée, quand il y a de l'urgence donc, et quand on n'est pas sûr, quand peut-être on va manquer de cette chose-là, peut-être vous la voulez pas, mais peut-être vous la voulez un peu, en fait. Alors ça se fait très bien sur les crowdfunding ou booking. Voilà, tu vas booker, tu cherches un petit hôtel pour toi et ta compagne, vous allez à Venise et la booking vous dit attention, 18 personnes ont regardé la même chambre dans les 2 dernières heures. En anglais, il y a un acronyme pour ça d'ailleurs. Hein. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Qui est peur de louper en français. Ouais, et c'est ce truc qui fait que tu vas prendre ton téléphone toutes les 2 secondes pour être sûr que t'as pas eu une nouvelle notif. Exactement, c'est ce côté où genre, même si t'en as pas envie, tu te dis, il y a une aversion à la perte. Le FOMO, c'est l'aversion à la perte. Exactement. C'est-à-dire que l'idée de perdre quelque chose est beaucoup plus douloureuse que l'idée de gagner quelque chose. Ça a été prouvé. C'est que entre gagner ou perdre est bien plus douloureux. Et c'est pour ça que quand vous êtes sur Booking et plein d'autres sites d'ailleurs, on vous dit attention, dépêchez-vous, cette super va vous passer sous le nez. Et c'est pour ça que vous êtes instinctivement pas bien, parce que l'idée de perdre une chance, mais même c'est pas possible. qui n'était jamais à vous même avant, si ça n'a jamais c'est été ça qui vous est très avant. drôle. Rien ne vous appartient. On vous dit vous avez cette chance devant vous, mais en réalité c'est du vent, c'est bullshit. Mais l'idée de perdre quelque chose qu'on vous a même pas donné, ça c'est détestable. Le marketing c'est vraiment un truc de dingue. Oui, mais alors au-delà du marketing, c'est la psychologie humaine, c'est la manière dont on fonctionne qui est assez hallucinante. Et alors il y aurait énormément de choses à dire sur ce monument du marketing. On pourrait creuser tous les principes encore plus en détail. Oui, mais c'est plus un truc de vulgarisation. Et si vous voulez creuser, il y a plein de références sur Google qui existent. Puis déjà le livre. Puis en fait, allez lire le livre tout simplement. Et alors au-delà, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre business ? Alors c'est soit dans vos argumentaires de vente, ça peut être aussi dans vos pitchs, dans vos landing pages, dans vos pubs, mais dans vos pubs, si tu peux dire, soit tu te positionnes avec affection, soit tu mets des arguments d'autorité. La rareté, ça peut très bien s'utiliser dans une pub, par exemple. En fait, essayez de distiller tous ces mécanismes psychologiques à chaque étape de votre tunnel de vente. Et sachant c'est ça qui que va fonctionner. vous n'êtes pas obligé, je t'ai coupé la parole, j'avais dit je le ferai plus. T'inquiète. Je suis désolé. Sachant que c'est pas forcément obligatoire de les mettre tous à chaque fois. Ah non, pas du tout. Parce que sinon, ça va être un bouldi-bouldia infâme. Puis surtout, en fait, la ficelle serait trop grosse. La ficelle serait trop grosse. Mais vous avez compris l'idée, entre juste mettre télécharger mon application, point, et plus que 5 téléchargements offerts de mon application, il y a une différence. Réfléchissez-y. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et puis, comme d'habitude, à la semaine prochaine.